Avec votre consentement, nous avions exploré le viol au Moyen Âge et comme promis, ceci est la vidéo débriefing. Mais alors, toutes ces histoires, qu'est-ce qu'elles révèlent du Moyen Âge? Quoi, que c'était un monde ultra violent? Hop hop hop. En fait, pas grand-chose. Car pour écrire ce texte, je me suis appuyée sur des chroniques et les archives judiciaires. Et si l'on fait la même chose aujourd'hui, on risque d'avoir quelques surprises. Rebouclons la vidéo. Les petits contes de la grotte au chat. Je vais reprendre le même découpage que la vidéo précédente, la définition du viol, le type de viol, la justice, les menteuses, et je finirai par mes recommandations. Concernant la définition du viol, aujourd'hui, selon la loi française, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Alors la définition a récemment changé, c'est du chiapas dans le texte, je sais pas s'il faut la remercier. Mais la traduction est simple. Tout acte de coït, sodomie ou pipe non consenti par l'un des deux partenaires est un viol. Petite parenthèse, sachez que si avant, seuls les hommes avaient la capacité de pénétrer par un sexe, aujourd'hui, mesdames, si vous faites une fellation à votre mari sans son consentement, ou si vous lui enfoncez un doigt dans le cul pour qu'il finisse plus vite, c'est un viol. Et voilà, Marlène Schiappa doit être toute contente d'avoir réglé un problème d'égalité homme-femme. Les femmes aussi peuvent être des violeuses. Bon, passons. Je ne comprends pas trop ta réaction, Robinson. Mais parce que ce n'est pas la même violence. Si je te fais une fellation forcée, tu n'auras pas l'impression que tu vas mourir. À moins que tu mettes les dents. Oui, mais dans ce cas-là, tu tournes la page du code pénal et la loi qui suit, c'est acte de torture et de barbarie. Les peines encourues sont les mêmes. Mais maintenant, prenons l'inverse. Si un homme force une femme à une fellation, que se passe-t-il? Alors pour peu que l'homme n'ait pas un micro-pénis, soyons simples, 8 cm de long, 4 cm de circonférence. C'est à peu près la moitié d'un stylo Bic 4 couleurs. De quoi vous faire relativiser, hein, les mecs. Il lui enfonce son engin dans la bouche. Que se passe-t-il? Il va boucher les voies respiratoires. La femme panique, elle manque d'air, elle essaie de respirer, elle ouvre la bouche, il enfonce un peu plus, elle manque encore plus d'air, elle panique encore plus, elle essaie de respirer, elle ouvre la bouche et ainsi de suite. La femme va avoir l'impression qu'elle peut mourir. Et ce n'est pas qu'une impression, oui, on peut mourir étouffé par une bite. Et des témoignages, on en a fait tort, mais j'aime bien celui-là. J'étouffais, j'allais mourir, mes mains glissaient sur sa sueur. Par quel heureux hasard, mon doigt s'est glissé dans son cul, je ne sais pas. Une secousse, il a joui, je crache, mais je respire, je suis vivante. Passons au violeur. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, le viol conjugal n'existe pas. Mais il apparaît dans la jurisprudence française en 1985. Et encore, parce qu'il est accompagné d'actes de torture et de barbarie. Il n'arrive dans la loi qu'en 2006. Et le devoir conjugal ne disparaît qu'en 2010. Alors je sais que, mon cher public, vous avez entre 25 et 45 ans. Donc vous êtes tous nés à une époque où le viol conjugal était légal. Maintenant, parlons des victimes intrafamiliales, qui ne parlent pas au risque de porter atteinte à l'honneur de leur famille. C'est vrai, mais prenons le métro parisien. Venez avec moi. Il y a une centaine de places par wagon. Tous les matins, vous partagez ce wagon avec environ 6 personnes victimes d'inceste. Vous pensez qu'elles ont toutes porté plainte? Pourquoi, à votre avis? Maintenant, prenons mon exemple de prêtre pédophile. Souhaitez-vous que je parle du scandale qui a secoué l'Église à ce sujet? Mais continuons. Parlons de la charge de la preuve.
La présomption d'innocence est encore ce qui prévaut en France. Et c'est heureux. Mais les viols sont rarement publics. L'expertise médicale existait déjà au XIIIe siècle. Mais encore aujourd'hui, il est rarement probant. Les femmes, pour beaucoup, prennent une longue douche après un viol parce qu'elles se sentent sales. Mais pourquoi? Parce qu'elles se sentent sales. Elles se trouvent salies. Et des témoignages de femmes, on en a pléthore. Mais prenons ce témoignage. J'ai pris une douche. Le chauffe-eau s'est vidé. Je me suis assise sur une chaise. J'ai attendu. J'ai dû m'habiller parce que j'étais habillée. Puis le jour s'est couché. Puis le jour s'est relevé. Après, je ne sais plus. Je crois que j'ai pris une douche. De plus, encore aujourd'hui, les expertises psychiatriques ne sont que très rarement prises en compte. Et je suis désolée de vous le dire, la réputation de la femme joue encore un rôle dans les jugements prononcés. J'ai déjà entendu un procureur dire à une victime qui avait manifesté trop de joie de vivre, espérant que cela vous serve de leçon. Tu plaisantes? Tu ne plaisantes pas. On ne sait jamais ce qui peut sortir de la gueule d'un juge. D'un procureur. De plus, 50% des gens pensent encore que la tenue de la jeune fille la rend en partie responsable. Dans l'exposition « Que portais-tu ce jour-là ?» une jeune fille témoigne. Un t-shirt blanc, un jean, des baskets blanches, comme celles que l'on porte pour une partie de tennis. Voilà ce que je portais, ce 4 juillet 1987. Vous vous demandez pourquoi je me souviens d'autant de détails? Parce qu'on m'a posé la question maintes et maintes fois. Voilà ce que je portais cette nuit où je fus violée. Je me souviens aussi de ce qu'il portait lui, mais on ne m'a jamais posé la question. Les femmes handicapées ont 4 fois plus de risques d'être victimes. Les gens sont cons. Par ailleurs, les victimes subissent de nombreuses pressions encore aujourd'hui pour retirer leur plainte, et surtout dans le cadre intrafamilial. Mais en vrai, la plupart des victimes ne porteront pas plainte. On estime que seuls 5 à 10% d'entre elles le feront. Maintenant, passons au viol collectif. Il ne me semble pas qu'au XXIe siècle, on ait besoin d'être en guerre civile pour qu'ils existent. Alors, bien sûr, on se souvient des tournantes. C'était dans les années 2000 et c'était des groupes de jeunes hommes. Mais on peut aussi lire le témoignage de Nathalie Despentes dans King Kong Theory. Alors, concernant la prostitution, elle sera abordée dans une autre vidéo. Mais beaucoup de prostituées, on le sait, ont été victimes de viols, soit dans le cadre de trafic d'êtres humains, soit avant. Aujourd'hui, on estime que 16% des femmes ont subi un viol. Et si je prends mon wagon dans le métro, en plus des 6 victimes des viols avant leurs 18 ans, vous rajoutez 3 femmes violées après leurs 18 ans. Et généralement, les victimes doivent se débrouiller seules pour trouver de l'aide et se reconstruire. En ce qui concerne ce que l'on appelle les mariages réparateurs, certes, ils sont encore en vigueur dans certains pays, comme le montre la carte, mais sachez que la France a abrogé cette loi en 1994. Et maintenant, passons aux peines de prison encourues par les hommes. Alors oui, si on prend des SK, certaines personnes peuvent échapper à la justice en payant une forte somme. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On estime que 99% des viols resteront impunis faute de plainte ou faute de preuves. Et il ne nous reste plus qu'à comparer l'exemplarité des peines. En moyenne, un violeur est condamné à moins de 10 ans de prison avec 5 ans ferme. Alors, si on creuse un peu plus concernant les peines, si vous êtes mineur, le tour par la case prison est improbable. Mais si vous êtes majeur, vous avez 3% de chance de n'être condamné qu'à du sursis.
Bon, c'est vrai que vous n'avez plus que 3 chances sur 1000 si c'est un viol aggravé de plusieurs circonstances avec antécédents. Mais là, vous cherchez les mecs. Et si vous êtes récidiviste, en moyenne, vous prendrez 2,3 ans de plus. Mais c'est une moyenne, car en vrai, vous avez 1% de chance de prendre du sursis. De plus, il faut prendre en considération que ce n'est pas parce que vous êtes condamné par viol simple que vous n'avez pas simplement violé de multiples femmes. Ou même que vous avez violé à de multiples reprises la même femme. Et, quoi qu'il en soit, je tiens quand même à rappeler que la plupart de ces mecs n'ont pas de chance, car en fait, ils avaient 98% de chance que la plainte de la femme n'aboutisse jamais. Robinson, d'où tu sors tes chiffres? Du site qui s'appelle Mémoire traumatique, tenu par des personnes compétentes, et des chiffres du gouvernement. Alors je dois le reconnaître, certaines femmes mentent. Combien? Sans doute une minorité. Et celles qui tiennent le parcours du combattant doivent être infimes. Mais c'est vrai, elles existent. Pourquoi le font-elles? Je ne sais pas. Mais faut-il pour autant condamner toutes les autres femmes? Et alors surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il est facile de juger une société par rapport aux archives judiciaires, aux fables et écrits. Que diront de nous nos archives judiciaires, nos séries policières, nos films porno dans 1000 ans? Et surtout, au vu de cela, sommes-nous vraiment mieux? Alors que l'on n'applique même plus de peine exemplaire. Car voici mes 2 préconisations. Pour les coupables reconnus, des peines exemplaires. Et pour les victimes, une prise en charge psychiatrique. Oui, cela coûtera cher à la société, cette prise en charge. Mais toujours moins cher que le nombre d'arrêts maladie consécutifs, car les femmes violées posent plus d'arrêts maladie. Toujours moins cher, finalement, que de laisser souffrir ces femmes qui ont tellement de mal après à s'intégrer à la société. Quant aux peines de prison exemplaires, laissez-moi vous donner un exemple bien contemporain pour une fois. Savez-vous ce qui arrive aux violeurs lorsqu'ils sont condamnés et en prison? Eh ben non, rien du tout. Parce que justement, pour qu'ils ne se fassent pas pointer, on les met tous dans la prison de Casabianda. Oh, du fromage, Trublion, tu es trop gentil. Et comme en France, on croit à la réinsertion par le travail, ils élèvent des brebis pour faire du lait. Bon, des blagues courtes sur ce qu'ils pourraient faire avec le tire-lait. Mais bon, vu le lien établi entre la pédophilie et la zoophilie, moi, je m'inquiète plus des brebis. Mais bon, je vais prendre un morceau de Roquefort. Alors, comme l'on croit à la réinsertion par le travail, tous les prisonniers sortent pour aller à l'exploitation tous les matins. Et tous reviennent, malgré la surveillance légère, tous les soirs. Ah, je ne vous ai pas dit. Entre les deux, c'est-à-dire la prison et l'exploitation, se trouve un camp de vacances pour les familles des agents de la pénite, avec de jolies femmes et des petits-enfants. Et il ne se produit jamais le moindre incident. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'on leur a expliqué à ces violeurs que s'ils fuyaient, l'administration les chercherait peut-être. Mais que si un Corse les trouvait, il le tuerait certainement. De même, on leur a expliqué que s'il arrivait la moindre chose au camp de vacances, l'administration n'aurait pas le temps de traiter leur dossier, que les agents de la pénite l'auront descendu. Et résultat, jamais aucun n'a essayé. Peut-être n'ont-ils pas eu l'envie de servir d'exemple. Alors, toute chose égale par ailleurs, il semble que l'exemplarité des peines serait utile. Et, sans aller jusqu'à la peine de mort, peut-être qu'il y a un juste milieu entre les peines appliquées actuellement et la peine de mort. En attendant, à Casabianda, les brebis font leur lait.
Et tout ça part à Roquefort pour faire du fromage. Sur ce, bon appétit.